L'atelier est lumineux, tout est en ordre. Les armoires sont nombreuses, ici pour ranger des dessins ou des toiles, des produits, des vernis, un chevalet, une table, des outils, pinceaux, tubes, grattoirs, pigments nécessaires à la confection de couleurs. Accrochés çà et là, sans distinction, des œuvres de l'artiste, d'autres en voie de restauration, témoignent de tout l'engagement de Carole Poulin envers les arts visuels. Sur le mur, un outil de sa fabrication permet de faire tourner la toile abstraite en production. L'endroit est calme, à 2 pas de la maison. L'homme y est manifestement heureux. Dans le temps qu'on était étudiant à l'École des Beaux-Arts et qu'on cherchait des appartements, c'était aussi bien vu qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, nous, si tu es à l'École des Beaux-Arts, tu disais qu'à l'École des Beaux-Arts, les appartements. Les gens qui aimaient la figuration étaient mis un petit peu mieux au rencard, puis ça peut être un peu comme ça à Québec. Québec, c'était un peu comme ça, mais nous, à Québec, on avait comme deux écoles. Là. On avait les pas nécessairement traditionnels, mais des artistes des années 50, comme Dallaire et tout ça. Là. Les plasticiens. Tu avais encore de la figuratrice. OK. Et après ça, tu avais les plasticiens. Ah, fait que les deux, à l'école, se confrontaient constamment. S'ensuit une décennie d'exploration intensive qui donne lieu à différentes formes d'expression. Certains tableaux, comme je disais, il y a des éléments ou objets qui n'ont pas nécessairement rapport entre eux, qui ensemble forment une autre avenue, une autre proposition en fait. C'est à la personne qui regarde de se faire sa propre histoire, si on veut. J'en ai fait déjà du figuratif. Hyper réaliste même. J'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas d'expression. Tu faisais la figuratif? Je faisais un montage. Okay. C'était pas le jeu, hein. C'était un montage que je faisais. Mais c'était tapé là, hyper réaliste. Élevée sur le bord de la rivière Chaudière en Beauce, Carole Poulin a peut-être puisé dans ses souvenirs d'enfance pour la réalisation de transparences et reflets présents tout au long de son œuvre. En 1982, sous l'impulsion d'un galeriste, Carole Poulin s'initie à la restauration d'œuvres d'art en parallèle de sa production picturale. De contrat en contrat, il apprendra dans les livres, auprès d'experts dont plusieurs sont issus du Centre de conservation du Québec, et dans la fréquentation de séminaires spécialisés, le noble métier de restaurateur. Le travail est complexe et les étapes nombreuses. Désencadrer le tableau, nettoyer et refixer la couche picturale, dépoussiérer et gratter à l'aide d'un scalpel. Encoller là où il y a déchirure. Réétirer la toile. Réaliser un doublage. Alléger le vernis d'origine. Retoucher et rehausser légèrement les motifs. Repeindre les couleurs d'origine. Refaire la feuille d'or sur la bande intérieure. Nettoyer l'encadrement recto-verso. Ajouter une pièce de bois sur le périmètre pour refaire le chantrin et distancier la toile du faux cadre. Avec minutie, il se consacre à la restauration de tableaux de diverses époques, du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, provenant d'institutions publiques, de fabriques, de galeries ou de collections privées. L'objectif est de remettre l'objet tel qu'il était lors de sa création en minimisant les interventions. Non, mais de toute façon, dans la restauration, il n'y a que des problèmes. Je pense que ça va être une façon,
tu commences, mais tu te rends compte en travaillant que ça irait beaucoup mieux si je faisais ça comme ça. On fait une évaluation avant, on fait des tests, on fait savoir si on est capable d'étirer la toile est trop mûre, trop pourrie, ça fait un doublage, on fait tout ça avant. Au début, c'était très minime, là, mais à un moment donné, j'ai fait un tableau, puis il a fendu parce qu'il a tombé. Okay. Il a fallu que je trouve un moyen de le sauver. Ouais. Fait que là, j'ai fait de la recherche pour savoir quelle colle employer, de quelle façon le doubler, que ça soit durable aussi. Là. Parce que si tu fais un travail, puis dans 10 ans, ça se met à décoller ou ça se met à jaunir, c'est une réaction chimique. Là. Mais vous autres, vous avez un code d'éthique. Si tu l'habilles, arrange-toi pour que ensuite on puisse ramener ça comme au départ. Oui, nous autres, aujourd'hui. Aujourd'hui. Si tu regardes les premiers restaurateurs, comme le peintre Lebrun, je pense que c'est dans le temps de Louis XV, je pense que c'est Louis XV, ça. C'est un des premiers qui a fait de la restauration, mais à l'époque, il restaurait un tableau, mais il le faisait au bout du jour. Fait qu'il rajoutait des cheveux, il rajoutait des perruques, il changeait des habits, il faisait ça à l'huile. Donc, tu ne peux pas revenir en arrière. Mais tu ne peux pas revenir en arrière, mais la seule chose qu'on est capable de revenir en arrière, si le tableau date, disons, de 200 ans, et la retouche a été faite il y a 50 ans, disons. OK. Et c'est sec. Sauf que la couche du dessus, la couche du dessous est beaucoup plus dure que la couche du dessus, qui a 150 ans de moins. Tu sais que l'huile, elle se vitrifie là, à la longue. Fait que là, tu peux enlever la couche du dessus sans altérer la couche d'en dessous. Mais c'est toujours un risque pareil, là, parce que tu ramollis l'huile de lait en surface, mais tu risques d'attaquer celle d'en dessous. Mais ce qui te protège, c'est celle d'en dessous qui est très dure. D'ailleurs, les tableaux je trouve les plus difficiles à restaurer souvent, c'est les tableaux qui sont faits par des peintres amateurs. Parce qu'ils n'ont pas la technique. Ils ne mettent pas de médium dans la couleur, donc ta couleur est toujours friable, est toujours. C'est pas solide. Ils ne mettent pas de vernis, fait que souvent la saleté rentre dans la couleur, c'est beaucoup plus difficile. Quand tu as un tableau qui est fait par quelqu'un qui connaît la technique, mais là, tu es protégé de partout, d'une certaine façon, parce que la technique est solide, puis c'est beaucoup plus rassurant. Eux, des tableaux du 7e, tu mets des produits là-dessus, ça ne bouge pas, là, ça bouge quasiment. La toile, c'est sûr que ça va être capable. Il faut que tu démontes toute la toile, pour être capable de mettre les lèvres de déchirure ensemble. Il faut que tu démontes. Ben oui, parce que là, tu as une tension. Fait que si tu fais une fissure là, la fissure va s'agrandir par la tension. Il faut que tu démontes, après ça, tu colles par en arrière, mais il faut t'enlever toutes les fibres de la toile pour recréer la texture. Moi, ça a été ma partie la plus difficile dans la restauration. C'est ce qu'on appelle les mastiques, là, de refaire la texture de ce qu'il y a autour. Du tableau. Après ça, la retouche, ça, c'est pas sorti, là. Je fais de la peinture, c'est pas. Mais c'est ça qui est plus difficile. Quand tu viens réentoiler ça, tes colles qu'il y a là, habituellement, quand on colle, si tu veux pas que ça coupe d'un côté, il faut que tu colles de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais pour empêcher le gauchissement? Mais sur une toile, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de gauchissement. C'est pas comme sur du bois. Non. Tu mets ta pièce en arrière, ensuite tu retends ta toile, puis. Mais il faut que quand c'est lisse comme ça, le problème, souvent, c'est que si tu mets une pièce en arrière, il y a une façon de le coller, parce qu'à un moment donné, ça va faire une bulle en avant. Ça, c'est un phénomène. Une bulle. Tu te colles, tout est beau, là. Là, tu mets ça sous tension, puis ta pièce, tu vois un petit peu en relief en avant. Fait que tu travailles d'une façon différente avec une colle. T'as bien faut que tu colles. Ah non, c'est. Travail de moine. C'est pour ça que quand je fais de la peinture, c'est très relaxant. Quand tu fais de la peinture, tu es heureux parce que tu tombes dans ton monde à toi. C'est ça. Tandis que ça, c'est. Tu marches un tour, un peu, c'est dur. Quelqu'un m'a apporté un tableau de Suzanne Côté, puis écoute, ça avait été bouchonné, ça avait été caché, ce tableau-là. Bouchonné, ça veut dire? Ben, il avait été comme tout froissé. Parce qu'il y avait un gars qui avait acheté la maison des parents de Suzanne Côté. À Arthabasca. À Arthabasca, puis en arrière, dans la cour, il y avait une espèce de cabane, je ne sais pas trop. Puis il a trouvé dans le foin, il a trouvé un paquet de dessins de nus. Puis cette toile-là qui était de tout bouchonnée. Ben, à l'époque, les nus, il fallait cacher ça. Lui, il revenait d'Europe. Ça fait qu'ils ont. Le jeune qui a acheté la maison, il y a à peu près 2 ans de ça, il m'emporte ça, il dit qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit moi, l'argent que tu vas mettre là-dessus pour le remettre vraiment en état, tu ne pourras pas le récupérer. Ce que j'ai fait,
tout consolider ce qui était là, pour garder tout ce qu'il y avait. Puis, faire ça, mettre ça sur une nouvelle toile, le remettre à plat, le monter sur un faux cadre, qui était bien content. Le patrimoine religieux est riche au Québec et Carole Poulain devient rapidement une référence en matière d'art religieux. Si on regarde la carte du Québec, tout au long du Saint-Laurent, on voit des églises en enfilade dont plusieurs ont eu la visite de l'artiste et restaurateur. Il est bien connu, Jean Schwartz. J'ai fait beaucoup de restauration pour lui. Il m'a conté qu'un matin, il est parti, il y avait une assiette qui se vendait à Ottawa le lendemain à l'Encan. C'était une assiette qui avait appartenu au père de la véranderie. Qui a découvert le Mississippi. Lui, il est parti le soir, il a descendu à Ottawa, chez l'encanteur, puis il a acheté l'assiette qui reste au Québec. Il faisait le tour des églises pour trouver les gens qui avaient travaillé avec son grand-père ou qui lui avaient... Puis il aboutit à l'église à la Vernière, aux Îles-de-la-Madeleine, puis il voit le tableau. C'est un peintre qui avait travaillé avec son grand-père, qui était très endommagé, il avait eu beaucoup d'humidité. C'était le seul tableau qu'il y avait à l'église, donc il tenait beaucoup à voir la restauration du tableau. À l'église de Saint-Hilaire, on trouvera des borduas qu'il a restaurés. Celle d'Antoine Plamondon de Sainte-Luce-sur-Mer. La restauration du Saint-Charles-Borromée de Plamondon à la cathédrale de Joliette. De même que les 2 tableaux au-dessus des autels latéraux de Charlebourg. La murale arrière du maître-autel de l'église de Rondon. Ces restaurations ont été principalement subventionnées par la Fondation du patrimoine religieux du Québec. Le niveau liturgique, c'était terrible. La pire, là... Tout dans le patrimoine, il y a pas. Saint-Côme. Saint-Côme? Il y a un prêtre qui m'amène là pour faire une évaluation pour un tableau à restaurer. Je vais allumer les lumières dans l'arrière du maître-autel. Je regarde dans l'arrière du maître-autel, c'était blanc. Il y avait peut-être dans les années 50, il y avait des assurances qui avaient passé, qui avaient dit les faux cadres, les encadrements, c'est dangereux, ça peut tomber sur la tête du monde. Ils ont enlevé les faux cadres d'encadrement, ils ont collé le tableau sur le mur, en arrière du maître-autel. Puis quand il y a eu le renouveau liturgique avec Jean 23, le concile, il ne fallait plus qu'il y ait de représentation en arrière, sauf que la croix du Christ. Fait qu'ils ont peinturé le tableau blanc au rouleau. La chapelle Notre-Dame-de-Grâce de Saint-Nicolas, classée monument historique, est un petit édifice religieux privé de tradition catholique érigé en 1867 et 1868. Carole Poulain y fera un important travail de restauration. Le néo-gothique, c'est arrivé en Nouvelle-Angleterre. Du côté américain, c'est arrivé en Nouvelle-Angleterre. Ça s'est répandu un petit peu ici. Là. Évidemment qu'il faut penser qu'il y avait des Anglais à Québec. Oui, il y en avait à Gaspé aussi. Ben oui. Et puis, disons que ça allait de soi que tant qu'à faire, on fait quelque chose qui rappelle un peu l'architecture gothique de l'Europe. Hein. Il est resté beau, quand même. Oui, il est resté beau. Parce que ce que j'aime, c'est qu'autrefois, avec le vernis, on ne voyait pas les tuiles. Tout était, tu te rappelles? C'était brillant, oui. C'était brillant et brun. Alors là, le nettoyage que tu as fait, on voit quand même. Oui, puis c'est une restauration assez costaud. Hey! Ici, c'est de restauration d'œuvres du patrimoine culturel qu'il s'agit. C'est en 1846 que Pierre-Gustave Joly prend possession des terres du Platon. Il fait construire la résidence d'été familiale, Maple House, en 1851, laquelle répond aux exigences architecturales et esthétiques du mouvement pittoresque alors en vogue. D'année en année, le domaine familial de villégiature prend de l'expansion. Plusieurs générations de seigneurs se succéderont comme propriétaires et de multiples œuvres d'art orneront ces murs. Le tableau qui a plus de 100 ans, donc tout est durci, l'huile de lin à la longue se vitrifie. Toutes les parties qui ont du blanc, les parties qui ont du bleu,
La partie la plus sensible, c'est peut-être la partie ici, le rouge vermillon, le rouge cadmium, puis il y a le rouge alizarin qui est très très sensible. Même on dit dans des livres techniques que le rouge alizarin, là, il devient, il durcit jamais. La feuille d'or, ça a 1 micron d'épais. C'est le plus petit que tu peux faire mécaniquement actuellement. Parce que c'est toujours fait de la même façon. C'est battu avec un marteau. Saute dessus, après il s'en va. Il pose ça, il manipule ça, il tourne ça de bord, arrive avec son petit pinceau, puis s'en allait avec ça. Bien, ça, c'est un tableau de 1840, près de 1850, fin 19e. On va par le style de l'encadrement aussi. Là. Tu penses que c'est son cadre original? Oui. Ça appartenait à Mme de Vinière. C'est une commande ou? Probablement que c'est le couple d'époque qui a fait faire le portrait d'artiste anonyme, comme beaucoup de tableaux. Hein. Beaucoup de peintres qui travaillaient comme apprentis dans les ateliers. Hein. Comme Rubens, il y avait à peu près une trentaine de personnes qui travaillaient pour lui. Il y en avait qui préparaient les toiles, il y en avait qui faisaient les faux cadres, il y en avait qui préparaient les couleurs, préparaient les vernis, il y en a qui peignaient. Puis ces gens-là, à un moment donné, ils ont appris à peindre, peut-être qu'ils n'avaient pas le droit de signer. Puis les tableaux endommagés, est-ce que c'est des accidents ou c'est l'usure du temps ou si c'est l'usure du temps, le comportement des propriétaires? Transport, les inondations. Une qui m'a conté qu'elle arrivait chez elle avec son tableau, puis le chien était tellement content de la voir qu'il a sauté dans le tableau. Carole Poulin consacre parfois 150 heures à la restauration de certaines œuvres. Il lui arrive, si on lui confie une grande pièce, d'y travailler jusqu'à 3 mois. L'artiste a également restauré des tableaux de peintres québécois du 20e siècle, tels que Paul-Émile Bordua, Marc-Aurèle Fortin, Jean-Paul Riopelle et Fernand Leduc. Malgré l'engagement en restauration, la pratique artistique de Carole Poulin est toujours présente. Entre 1989 et 1992, le travail sur des nus le mènera vers une exploration de la photographie en technique mixte avec le dessin. L'enseignement du modèle vivant a eu une influence directe à ce moment-là. Le mouvement du corps devient écriture. J'ai utilisé du papier aquarelle, de la toile, différents supports sur lesquels j'étendais de l'émulsion liquide. Après ça, quand tout est sec, j'ai pris des photos de modèles, j'ai projeté sur la surface et après on développe comme si c'était une photo, dans le révélateur, dans le fixateur et tout. Là. Le travail de l'artiste et celui du restaurateur créent des rencontres surprenantes. Aussi, certaines scènes, issues des tableaux restaurés, trouvent place dans ses propres œuvres. Première manifestation d'un certain croisement entre le travail de l'artiste et du restaurateur. Si la connaissance de l'histoire de l'art est fondamentale dans la démarche de l'artiste professionnel, la restauration offre des occasions précieuses d'apprivoiser l'histoire à échelle humaine. Ça, on dirait apprendre à cause d'un objet ou à cause d'un tableau. Tu fais un lien concret. Oui, puis tu as des bribes d'histoire que tu rattaches avec une autre personne que tu as rencontrée, puis là tu rebâtis l'histoire. Ils sont venus à la conclusion, c'est un Léonard de Vinci. Il y a des gens qui sont spécialistes pour Léonard de Vinci, qui connaissent sa technique, ils connaissent les matériaux qu'il emploie. Moi j'ai vu à l'ICC à Ottawa, ils ont pris une carotte dans un tableau de l'époque de Rembrandt. Une carotte? C'est pas faire ça, prendre une carotte? Non, c'est un microscope nucléaire, en tout cas, c'est très très fine. Ils prennent une carotte dans le tableau, là ils ont la lecture du panneau, de la couche de préparation, des couleurs, des vernis. Là ils datent chaque couche par rapport à l'autre. Toi, tu essaies de retrouver l'histoire. Ben, ça veut dire que ça provoque l'histoire. Tu sais, c'était un tableau qui à un moment donné, j'ai vu un tableau, c'était des patriotes qui se sauvaient dans la neige. OK.
Je regardais ça, puis c'était vraiment là, 1837, 1738, c'était évident. Tu n'as pas signé, mais ça te pousse à faire la recherche, le costume, les personnages qui sont dedans, l'époque. Les vêtements étaient bleus, il y avait de l'hermine, donc c'était le vêtement des rois, de la royauté. Et finalement, c'était un portrait de la Pompadour. C'est assez spectaculaire comme trouvaille. J'ai eu beaucoup d'humidité. Ça a été une restauration qui était longue, mais tout était là. Il y avait beaucoup de pertes de couches picturales, en fait. Là. Mais le visage avait été préservé. Carole Poulain a accès à l'histoire du tableau. Sa restauration participe à cette histoire. Il devient un acteur important. Son travail redonne vie à l'œuvre et contribue à sa valeur. Tu sais, tu as l'histoire de la personne. C'est les gens qui se trouvent un peu plus que d'autres. Ouais. Tu as l'histoire du tableau, ouais. Le cheminement du tableau, puis qu'est-ce qui est représenté sur le tableau. OK. Tu sais, là, je tombe en moi, ça m'a stimulé pour l'histoire incroyable. Mais la restauration, ce que ça m'a apporté, c'est des connaissances techniques, des possibilités. Des possibilités. Des fois, tu vois un tableau, tu dis, ah ben, alors ça, il a changé juste un petit peu sa couleur, puis une couche d'entente. Ouais, je comprends. C'est la partie la plus plaisante, là, dans la peinture à l'huile, ou dans l'acrylique. À partir de 2004, Carole Poulain s'engage dans une nouvelle période dite d'abstraction lyrique. Les œuvres sont riches en couleurs, équilibrées, jouant de la transparence que seul un artiste aguerri peut si bien reproduire en peinture à l'huile. L'œuvre est à maturité. Ce tableau-là ne pourra pas exister si tu n'avais pas eu tout le cheminement que tu as eu entre l'école et aujourd'hui. Donc, tu as 35-40 ans de métier en arrière de ça. C'est très fouillé. C'est très, comment je peux dire ça, là, le détail est très fortement insisté. Mais la façon que tu fonctionnes, toi, tu y vas dans un premier temps d'une façon très spontanée. Hein? Très spontanée. J'ai pas d'idée préconçue. C'est vraiment très gestuel au départ. Mais après, je laisse aller. Puis à un moment donné, il y a des choses qui sortent. Là, j'ai le choix des sortir ou des laisser. Tu sais. Mais ça permet une ouverture incroyable. La création, c'est qu'il faut que tu défasses où tu t'es sécurisé. À un moment donné, tu te sécurises parce que ah ben c'est le fun, rien de même, là, tu continues. À un moment donné, il faut que tu défasses ça parce que tu n'as plus de... Le challenge. Tu n'as plus de challenge, ouais, tu sais. Il faut que tu te mettes devant quelque chose que tu n'as jamais fait pour être capable de réagir. Il y a un professeur qui disait ça, les artistes, ça crée dans la contrainte. Ouais. Si tu te mets une contrainte nouvelle que tu ne connais pas, ben là, il faut que tu réagisses différemment. Les chemins fréquentés par toutes ces œuvres, atterris le temps d'une restauration dans l'atelier de Carole Poulain, ont révélé des secrets d'histoire. Parfois un coup de pinceau, une manière de poser la lumière sur la toile, de cadrer différemment un personnage, une palette de couleurs qui apaise ou suscite une émotion nouvelle. Les toiles parlent, il s'agit de les écouter.
Dans ce chassé-croisé entre la vie du peintre et du restaurateur, une chose demeure: l'homme est unique.